Claire était en train de travailler quand Antoine est entré dans la chambre avec sa maîtresse et les papiers du divorce à la main. Il aurait pu attendre, mais il a choisi de faire autrement. « Signe ça !» Antoine a jeté l'enveloppe sur le lit. Claire a mis quelques secondes à comprendre ce qu'elle voyait. Elle avait le monitoring fœtal qui bipait, sa tenue d'hôpital, les cheveux collés de sueur. Et lui était là, en costume, parfumé, avec une femme à ses côtés qu'elle a reconnue immédiatement. Valérie, le même nom qui apparaissait sur son téléphone tard le soir. Antoine. Claire a essayé de parler. Une contraction lui a coupé la voix en plein milieu. L'infirmière qui se tenait dans le coin de la chambre a arrêté ce qu'elle faisait. Elle l'a regardé. Elle a regardé la femme à côté. Elle n'a rien dit. Pas besoin de faire tout un drame, Claire. C'est juste une signature. Valérie est restée près de la porte, son sac à la main, regardant ses ongles comme si elle était dans un salon en attendant son tour. Claire a respiré profondément. Elle a regardé l'enveloppe. Elle a regardé son mari. Elle a senti une autre contraction arriver. L'infirmière a fait un pas vers le couloir, comme pour aller chercher quelqu'un. « Restez !» a dit Antoine. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. L'infirmière s'est arrêtée. Claire a fermé les yeux une seconde. Le monitoring a bipé plus fort. Le bébé arrivait, et son père était là en train de demander le divorce. Antoine a pris l'enveloppe et l'a mise directement dans sa main. « J'ai un avocat dans le couloir. Plus tu signes vite, mieux ça sera pour tout le monde. » Son visage est devenu blanc. Comment un homme fait ça à la mère de son propre enfant? L'odeur du parfum de Valérie est restée dans l'air de la chambre. Sucré, fort, cher. Claire connaissait cette odeur. Elle l'avait sentie une fois sur le col de la chemise d'Antoine, un soir où il était rentré tard, en disant qu'il était resté au bureau. À l'époque, elle avait avalé ses soupçons. Ils s'étaient rencontrés 6 ans plus tôt, lors d'une soirée d'entreprise. Antoine était différent de ce que sa famille avait toujours imaginé pour l'homme de sa vie. Il n'était pas calme, pas simple. C'était le genre d'homme qui entrait dans une pièce, et tout le monde le remarquait. Il était venu vers elle, lui avait demandé son numéro, et le lendemain, il avait déjà envoyé des fleurs à son appartement. Claire se souvenait d'avoir été gênée devant ses collègues de l'époque. Les filles lui avaient dit qu'elle était folle de ne pas lui laisser sa chance. Elle lui avait laissé sa chance. 2 ans plus tard, ils étaient mariés. La cérémonie avait eu lieu dans une propriété à la campagne, avec 200 invités, une robe brodée à la main, son père qui pleurait au premier rang. Claire pensait avoir trouvé quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui l'avait choisi. Mais ensuite sont venus les voyages, d'abord 1 par mois, puis toutes les semaines. Et les excuses sont devenues de plus en plus évasives. Elle faisait semblant de ne pas voir. Un jeudi soir, pendant qu'il prenait sa douche, son téléphone a vibré sur la commode. Elle ne voulait pas regarder. Elle a regardé. Le message venait d'un contact enregistré sous une simple initiale. V. Je suis rentré. Je t'attends. Claire a reposé le téléphone exactement où il était. Elle a attendu qu'il sorte de la douche. Quand il est apparu, elle l'a regardé dans les yeux et a demandé « Tu as eu une réunion aujourd'hui ?» Il a répondu oui, sans hésiter, avec une naturelle qui a fait plus mal que n'importe quelle réponse honnête n'aurait pu faire. Elle n'a rien dit. Elle s'est endormie sur le côté. Pendant 3 semaines, elle est restée avec ce message dans la tête. Elle a essayé de se convaincre que ça pouvait être n'importe quoi, une collègue, une cliente, une employée. Mais elle savait. Au fond, elle savait avant même d'avoir lu. Et quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a pris la décision la plus naïve de sa vie. Elle est restée silencieuse et a parié que le bébé allait changer les choses. Qu'il regarderait cet enfant et redeviendrait l'homme qu'elle avait rencontré à la soirée. Le bip du monitoring fœtal l'a ramené à la réalité. Sa main a serré le drap. La contraction a été la plus forte jusqu'à présent. Antoine était toujours debout près du lit, attendant une réponse. Comme si son temps valait plus que sa douleur. Claire a ouvert les yeux. Le passé ne la sauverait pas.
Elle seule pouvait faire ça. Claire n'a pas signé. Elle a repoussé l'enveloppe. « Antoine, je suis en plein travail. Tu peux au moins attendre que le bébé soit né ?» Il a regardé sa montre. Pas elle, sa montre. « J'ai un rendez-vous à 15 heures. » Elle a respiré par la bouche, essayant de contrôler la contraction qui était en train de passer. L'infirmière a écrit quelque chose dans le dossier sans lever les yeux. Valérie était toujours près de la porte, immobile, comme si c'était une simple salle d'attente. Claire a pris son téléphone sur la table de chevet. Elle devait appeler quelqu'un, n'importe qui pourrait venir jusqu'ici et témoigner de ce qui se passait. Elle a appelé son beau-père, Monsieur Bernard. 4 sonneries, boîte vocale. Elle a essayé sa belle-sœur, Patricia. 2 appels. Rien. Elle a envoyé un message à sa sœur, Simone. « Viens maintenant, c'est urgent. » Antoine l'a vu utiliser son téléphone et a fait un pas en avant. « Tu appelles qui ? Ma sœur ? Pas besoin de ça, c'est entre toi et moi. »« Alors tu aurais dû venir seule, » a-t-elle répondu. Valérie a bougé près de la porte. Un petit mouvement, mais Claire l'a vu. Antoine est resté silencieux une seconde. Puis il a tiré la chaise à côté du lit et s'est assis, les jambes croisées, comme si c'était une réunion professionnelle et qu'il avait tout son temps. « Claire, tu vas signer aujourd'hui ou dans un mois. La différence, c'est que si tu signes maintenant, je garantis une pension correcte pour le petit. Et si je ne signe pas ?» Il a esquissé un sourire lent. Le genre de sourire qu'il affichait quand il pensait avoir déjà gagné. Là, ça devient plus compliqué pour tout le monde. La contraction est revenue. Forte. Claire a appuyé sur le bouton du lit pour appeler l'équipe médicale. L'infirmière s'est approchée, a vérifié le monitoring, a noté. Antoine ne s'est même pas levé. Le médecin est arrivé quelques minutes plus tard, a vérifié la dilatation, a dit que ça approchait et est ressorti. Et elle est restée là, avec son mari assis à côté, froid comme la pierre, avec une femme qui n'aurait pas dû être dans cette chambre, avec un bébé qui ne savait pas dans quel monde il était sur le point d'arriver. C'est alors que la porte s'est rouverte. Un homme en costume est entré. La cinquantaine, serviette en cuir noir, l'air fermé. Il a regardé Antoine et a fait un signe de tête, comme pour confirmer un plan convenu. « Voici Maître Renaud, » a dit Antoine, « mon avocat. » Claire a senti son estomac se retourner. « Votre mari a déposé une demande de divorce contentieuse ce matin, » a dit l'avocat. « Ton neutre, protocolaire comme s'il lisait un procès verbal. La demande de garde alternée a également été déposée. Signer aujourd'hui faciliterait simplement la transition pour les 2 parties. »« Il a déposé ce matin, » a répété Claire, comme si elle avait besoin de l'entendre à nouveau pour y croire. À 9h42. Elle était arrivée à l'hôpital à 8h30, avec les premières contractions. Pendant qu'on l'admettait, pendant qu'elle ressentait les premières douleurs, lui était dans une étude d'huissier en train de signer des papiers. « Tu as organisé ça ?» a-t-elle dit, les yeux rivés sur Antoine. Il n'a pas nié, il n'a pas scié. « Claire, plus tu compliques les choses, plus ça te coûtera à la fin. Tu n'as pas de revenus. Tu ne travailles pas depuis 2 ans. Tes avocats coûteront cher et cette procédure peut durer des années. » « Elle n'a pas à signer quoi que ce soit aujourd'hui, » a soudainement dit l'infirmière. Antoine a lentement tourné la tête vers elle. L'infirmière n'a pas reculé. Elle est en travail actif. Tout document signé dans ces conditions peut être contesté devant le tribunal. L'avocat a ouvert sa serviette et en a sorti une feuille. Techniquement rien, a coupé l'infirmière avec fermeté. Je vais appeler la responsable de l'étage tout de suite. Antoine s'est levé. Ce n'est pas nécessaire. Mais l'infirmière était déjà sortie. L'avocat a rangé les papiers sans ajouter un mot. Il a regardé Antoine et a dit à voix basse « Mieux vaut attendre dehors. » Ils sont sortis tous les 2. Valérie les a suivis sans dire un mot. La porte s'est fermée. Et Claire est restée seule dans la chambre. Le monitoring qui bipait, les contractions à intervalles de plus en plus rapprochés, et la certitude que ce n'était pas une impulsion de colère d'Antoine. C'était un plan, calculé, minuté, exécuté au moment où elle serait plus vulnérable qu'à n'importe quel autre moment de sa vie.
Seule, elle est allée au fond d'elle-même. Et ce n'était pas un bon endroit. Elle a commencé à penser à tout ce qu'elle aurait pu faire différemment. Si elle avait continué à travailler quand il lui avait demandé d'arrêter. Si elle n'était pas tombée enceinte. Si elle l'avait confronté ce soir-là, des années plus tôt, au lieu de reposer le téléphone et de faire semblant de dormir. Est-ce qu'elle avait laissé ça arriver? Le doute était petit au début, une petite voix au fond qui disait « Tu savais, tu as vu les signes, tu as choisi de ne pas voir ». Et si elle signait tout simplement, ce serait peut-être plus simple, prendre la pension, élever l'enfant, recommencer à zéro sans perdre des années dans un tribunal. Antoine était riche, ses avocats étaient expérimentés, elle était épuisée, en douleur, sans argent propre, sans représentation juridique, sans personne à ses côtés. Qui allait la croire? Elle est restée à regarder le plafond pendant un moment qu'elle n'a pas su mesurer. Les contractions allaient et venaient. La chambre était silencieuse. Dehors, elle entendait le couloir de l'hôpital. Quelqu'un qui riait fort, un chariot qui passait. La vie qui continuait comme si de rien n'était dans cette chambre au 3e étage. Et puis, elle s'est souvenue de quelque chose que sa mère disait toujours. Les gens qui préparent le mal à l'avance oublient souvent un détail. Claire ne savait pas encore quel était ce détail, mais quelque chose dans son ventre lui disait qu'Antoine avait fait une erreur quelque part. Les gens pressés font des erreurs. Et il avait été trop pressé, trop sûr de lui, trop négligent. Elle a respiré profondément. Elle a repris son téléphone. Simone n'avait toujours pas répondu. Cette fois, elle n'a pas envoyé de message d'urgence. Elle a écrit calmement. « Viens tranquillement. Amène quelqu'un de confiance si tu peux. J'ai besoin de toi à mes côtés quand ce bébé va naître. J'ai beaucoup de choses à te raconter. » Elle a posé le téléphone. Elle a regardé l'enveloppe qui était tombée par terre quand elle l'avait repoussée. Elle l'a laissée là. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait qu'elle ne signerait rien dans ce lit, ce jour-là, au moment le plus faible de sa vie. Le bébé a donné un grand coup de pied. Claire a posé la main sur son ventre. « Je suis là », a-t-elle murmuré. « Tu peux venir. » Lucas est né à 14h38. Claire a pleuré quand on a entendu le premier cri. L'infirmière qui avait tenu tête à Antoine a souri pour la première fois de la journée. Pendant une vingtaine de minutes, la chambre n'a été que ça. Le bébé, les pleurs, la mère épuisée tenant son fils contre sa poitrine. Puis, la porte s'est rouverte. Antoine est entré, cette fois sans l'avocat, mais avec Valérie collée à lui. Il s'est arrêté au milieu de la chambre, à regarder le bébé avec une expression que Claire ne lui avait jamais vue. Ce n'était pas de la tendresse, c'était du calcul. « Il est tout petit », a dit Valérie, comme si elle commentait un objet. L'infirmière a levé les yeux. « Tu n'as pas à être là », a dit Claire, la voix encore rauque à force d'avoir poussé pendant l'accouchement. « Je suis le père », a répondu Antoine. « Simplement. »« Alors, comporte-toi comme tel. » Il n'a pas répondu. Il est resté à regarder le bébé quelques secondes de plus, puis a sorti son téléphone de sa poche et a commencé à tapoter comme s'il était entré dans une salle de réunion. L'auxiliaire de puériculture, qui remplissait le rapport dans le coin de la chambre, a baissé la tête, faisant semblant de ne rien voir. Valérie s'est approchée du lit lentement. Elle s'est approchée trop près. Claire a serré son fils contre sa poitrine. « Tu ne vas pas le toucher », a-t-elle dit à voix basse. « Personne n'a parlé de toucher », a répondu Valérie avec un sourire au coin des lèvres. « Je voulais juste voir. Après tout, ce petit va faire partie de notre vie aussi. » Le silence qui a suivi était trop lourd. « De notre vie comment ?» a demandé Claire. Valérie a regardé Antoine. Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. « Antoine et moi allons nous marier dès que le divorce sera prononcé, et la garde sera alternée. Alors oui, ce bébé va vivre avec moi. » Elle a marqué une pause. « Tu ferais mieux de t'y habituer. » L'auxiliaire de puériculture a arrêté d'écrire. Claire a senti sa gorge se serrer. Antoine a finalement rangé son téléphone.
Il la regardait avec cette patience fausse qu'il affichait quand il pensait être en position de force. « Claire, tu vas devoir penser à ce qui est le mieux pour le petit. Une bataille judiciaire, ce n'est pas un environnement sain pour un enfant. Tu es venue ici avec ta maîtresse pendant que j'étais en travail, a-t-elle dit, la voix ferme malgré tout. Et tu me parles d'environnement sain ? Une aide-soignante qui passait dans le couloir s'est arrêtée à la porte entr'ouverte une seconde avant de continuer. Antoine a soupiré comme quelqu'un qui a affaire à un enfant difficile. C'était nécessaire. Tu m'as obligé à attendre des mois pour avoir cette conversation. J'étais enceinte. Et moi, j'attendais. Il a croisé les bras. Claire, tu ne travailles pas. L'appartement est à mon nom. La voiture est à mon nom. La mutuelle qui a payé cet accouchement est à mon nom. Tu vas entamer une procédure sans argent, sans avocat, sans rien. Tu es sûr de vouloir faire ça ? Valérie regardait avec ce sourire de côté, calculé. Dans le couloir, une aide-soignante et un jeune brancardier se sont arrêtés près de la porte. Ils ne sont pas entrés. Ils sont restés à observer à distance avec ce mélange de curiosité et de malaise que les gens ont quand ils assistent à quelque chose qu'ils savent qu'ils ne devraient pas voir, mais n'arrivent pas à détourner le regard. Antoine a profité de l'audience. Il a haussé la voix d'un ton. « Tu as toujours été comme ça, Claire, à attendre que les choses te tombent toutes cuites. Moi, j'ai tout construit, chaque centime. Et toi, tu es resté à la maison en pensant que ça suffisait à faire tenir un mariage. » Le jeune brancardier dans le couloir a secoué légèrement la tête. L'aide-soignante a fait un pas en arrière, comme si elle voulait partir, mais elle est restée. « C'est toi qui m'as demandé d'arrêter de travailler, » a dit Claire. Sa voix a un peu tremblé, mais elle n'a pas baissé les yeux. « Tu as dit que tu voulais prendre soin de moi. Ce sont tes mots. Et j'ai pris soin de toi, pendant 5 ans. Je pense que ça suffit. » Claire a respiré profondément. Elle a regardé son fils dans ses bras, elle l'a regardé lui, et elle a fait quelque chose qu'il n'attendait visiblement pas. Elle s'est redressée dans le lit, le bébé contre sa poitrine, et elle a parlé lentement, clairement, assez fort, pour que ceux qui étaient dans le couloir entendent. Tous ceux qui sont dans ce couloir en ce moment voient que tu es entré dans cette chambre avec ta maîtresse le jour où ton fils est né, avec des papiers de divorce à la main. Ce n'est pas un homme qui prend soin de quelqu'un, c'est de la lâcheté. Le brancardier dans le couloir s'est complètement immobilisé. Antoine est resté silencieux 1 seconde, 2, 3. Claire a senti qu'elle avait touché un point sensible, que pendant un instant, il n'avait pas de réponse. Valérie l'a regardé, attendant une réaction, et c'est là qu'il s'est retourné complètement. Le visage d'Antoine a changé. Le masque de patience calculée est tombé. Et ce qui est apparu en dessous était laid. Tu sais ce que je trouve drôle ? Il s'est approché du lit lentement, voix basse maintenant, presque murmurée, ce qui était en quelque sorte pire que le cri. Tu es resté 5 ans à mes côtés, et tu n'as jamais vraiment demandé d'où venait l'argent. Tu n'as jamais rien demandé, tu as juste dépensé, tu as juste dépendu, et maintenant tu veux faire un discours sur la dignité dans une chambre d'hôpital. Antoine ? Non. Il a levé la main. Laisse-moi finir. Tu veux savoir ce qui m'a vraiment fait demander le divorce ? Ce n'est pas Valérie. C'est de réaliser que je me suis marié avec une femme qui n'a jamais été capable de me surprendre. Prévisible, dépendante, sans intérêt. Toutes ces années, tout l'argent que j'ai dépensé, et tu es toujours la même petite fille effrayée que j'ai rencontrée à cette soirée. Le couloir était maintenant silencieux. Le jeune brancardier a disparu. L'aide-soignante a tourné le dos et s'en est allée. Valérie n'a rien dit, elle est restée là. Claire a regardé Antoine, l'homme qu'elle avait choisi, qui l'avait demandé en mariage avec des fleurs, qui avait pleuré à l'autel en disant qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Elle n'a plus rien retrouvé de cet homme sur son visage. Et ce bébé
a-t-il continué, maintenant avec une froideur totale de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre dans ses paroles. Je veux un test de paternité avant de signer quoi que ce soit en tant que père. Le monitoring fœtal a bipé. Lucas continuait de dormir dans ses bras, sans rien savoir. Antoine a pris la veste qu'il avait jetée sur la chaise, l'a mise sur son épaule avec ce geste habituel et a regardé Valérie. « On y va ?» Ils sont sortis. La porte s'est fermée avec un clic sec, et Claire est restée seule dans la chambre, avec son nouveau-né contre sa poitrine, avec l'enveloppe du divorce par terre, avec ce silence qui fait mal différemment du bruit. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé Lucas et est restée ainsi, silencieuse, longtemps. Parfois, l'humiliation la plus profonde ne vient pas avec un cri, elle vient avec une porte qui se ferme. La nuit à l'hôpital a un silence différent de tout autre silence. Ce n'est pas la paix. C'est le genre de calme qui écrase, des machines qui bipent doucement, des pas lointains dans le couloir, cette lumière froide et jaunâtre qui ne s'éteint jamais vraiment. Claire était assise sur le lit depuis des heures. Lucas dormait dans le berceau en acrylique à côté, respirant avec ce calme absurde que seuls les nouveau-nés ont. Comme si le monde était un endroit complètement sûr. Elle aurait voulu y croire aussi. L'infirmière de nuit était passée à 23 heures pour vérifier les signes vitaux, avait laissé un verre d'eau, était ressortie sans faire de bruit. Depuis, silence total. Claire est restée à regarder le plafond. Elle a pensé à appeler sa mère. Mais sa mère avait un problème cardiaque et une nouvelle comme ça au milieu de la nuit pourrait l'effrayer trop. Elle a pensé à rappeler Simone, mais il était presque 1 heure du matin et sa sœur avait de jeunes enfants. Elle est restée silencieuse. Et c'est là que les mauvaises pensées ont profité de l'espace. Il avait raison sur une chose. Elle ne travaillait pas. L'appartement était à son nom. La voiture était à lui. La mutuelle était à lui. Elle avait arrêté de travailler 2 ans plus tôt parce qu'il le lui avait demandé, qu'il avait dit qu'elle n'en avait pas besoin, qu'elle pouvait se concentrer sur sa grossesse, qu'il s'occupait de tout. Et elle avait accepté. Comment allait-elle mener une guerre judiciaire sans argent? Avec un bébé de quelques heures, contre un homme qui avait déjà un avocat, une procédure déposée, tout planifié à l'avance? L'envie d'abandonner n'est pas venue d'un coup. Elle est venue petit à petit. D'abord comme une fatigue, puis comme une logique froide. Peut-être que ce serait plus simple d'accepter la pension, de prendre ce qu'il offrait et de disparaître de sa vie. Élever Lucas loin, en paix, sans des années de tribunal devant elle. Elle a fermé les yeux. Elle est restée ainsi peut-être 5 minutes. Puis Lucas a bougé dans son berceau. Un petit mouvement, juste un ajustement de bras, mais elle a ouvert les yeux immédiatement. Elle s'est levée doucement, est allée vers lui, a posé la main sur la poitrine de son fils juste pour sentir sa chaleur. Elle a regardé son visage. Antoine avait dit qu'il voulait un test de paternité avant de signer quoi que ce soit en tant que père, d'un bébé qui sentait encore l'hôpital. Claire est restée à regarder son fils longtemps, et quelque chose à l'intérieur d'elle, qui était presque en train de s'éteindre, s'est rallumé. Pas avec de la colère, avec de la clarté. Elle est retournée au lit. Elle a pris le sac qui était dans l'armoire à côté, ce sac noir qu'elle avait préparé des semaines plus tôt, avec tout ce dont elle aurait besoin à l'hôpital. Elle a commencé à en sortir les affaires en cherchant le chargeur de son téléphone. Brosse à dents, chaussettes, le petit carnet qu'elle avait toujours par habitude. Un rouge à lèvres qu'elle ne savait même pas avoir mis là. Et au fond du sac, plié en 3, une enveloppe froissée. Elle ne se souvenait pas avoir mis ça là. Elle l'a ouverte. C'était un relevé bancaire. Du compte joint qu'elle et Antoine avaient ouvert au début de leur mariage pour payer les factures de la maison. Un compte qu'il disait depuis des mois être à 0, qu'il ne valait pas la peine de garder, qu'il avait tout transféré sur un autre compte. Elle a regardé les mouvements. Le compte n'était pas à 0. Depuis 4 mois, des entrées régulières, des montants élevés, des virements provenant d'une société avec un nom qu'elle ne reconnaissait pas, et des sorties allant vers une autre société, différente, également inconnue.
Claire est restée à regarder ces lignes longtemps. Elle ne connaissait rien aux finances. Elle ne savait pas exactement ce que cela signifiait. Mais elle savait une chose. Si le compte était à zéro, pourquoi cet argent entrait et sortait? Et pourquoi n'avait-il jamais mentionné ses mouvements? Elle a replié le relevé avec soin. Elle l'a mis dans la poche de son manteau. Elle a pris son téléphone. Cette fois, elle n'a pas envoyé de message d'urgence. Elle a écrit calmement à Simone « J'ai besoin que tu viennes tôt demain. Amène quelqu'un de confiance, si tu peux. Je ne vais pas bien, mais je suis debout. J'ai beaucoup de choses à te raconter et je pense que j'ai trouvé quelque chose d'important. » Elle a posé le téléphone sur la table de chevet. Elle a regardé son fils. Elle ne savait pas encore ce que ce relevé prouvait, mais elle savait qu'Antoine était négligent avec ceux qu'il pensait ne pas réagir. Et il l'avait sous-estimé une fois. Il n'y aurait pas de deuxième fois. Simone est arrivée à 7h20 avec un café à la main et une femme à ses côtés que Claire ne connaissait pas. La cinquantaine, cheveux courts, tenue simple mais soignée, une serviette noire sous le bras et un regard qui évaluait l'environnement avant la moindre parole. Le genre de personne qui entre dans une pièce et on sent que l'équilibre de l'espace change. « Voici Maître Laurence », a dit Simone en serrant sa sœur dans ses bras avec précaution pour ne pas réveiller Lucas. « L'avocate, la meilleure que je connaisse. » Claire a regardé la femme. « Vous êtes venue tout de suite ce matin. » Maître Laurence a posé sa serviette sur une chaise et s'est assise sur l'autre, près du lit. « Votre sœur m'a appelé à 2h du matin. Quand elle m'a raconté ce qui s'était passé, je lui ai dit que je préférais venir tôt. Je n'ai pas d'argent pour un avocat maintenant. » « Je sais. » Maître Laurence a ouvert sa serviette. « On réglera ça plus tard. D'abord, racontez-moi tout. » Claire a tout raconté. Depuis l'enveloppe jetée sur le lit jusqu'à l'avocat dans le couloir. Les paroles de Valérie, ce qu'Antoine avait dit à propos du test de paternité, tout. Maître Laurence a écouté sans interrompre, prenant des notes sur des feuilles volantes d'une écriture petite et ferme. Quand Claire a terminé, elle est restée silencieuse un moment. Puis, elle a sorti le relevé de la poche de son manteau et l'a tendu à Maître Laurence. « J'ai trouvé ça dans mon sac cette nuit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. » Maître Laurence l'a pris. Elle a analysé pendant près de 2 minutes sans rien dire. Simone est restée immobile, son café à la main sans boire. « Où avez-vous trouvé ça ?» a demandé Maître Laurence. « Au fond du sac. J'ai dû le mettre sans faire attention en rangeant des papiers à la maison. » Maître Laurence a hoché lentement la tête. Elle a regardé à nouveau le relevé. « Claire, cet argent qui circule sur un compte joint est important pour une raison que votre mari n'a peut-être pas envisagée. » Elle a marqué une pause. « Vous êtes titulaire de ce compte. Cela signifie que tout mouvement effectué dessus, même s'il a opéré seul, vous appartient juridiquement. » Claire n'a pas compris immédiatement. « En termes simples, » a poursuivi Maître Laurence, « s'il a utilisé ce compte pour cacher des biens ou faire circuler de l'argent de manière irrégulière, vous avez un accès légal à tout ce qui est passé par là. Et le nom qui apparaît ici comme société d'origine, elle a pointé une ligne du relevé. Je le connais, j'ai déjà vu ce numéro Sirette dans une autre affaire. » Simone a posé le café sur la table. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire qu'avant d'engager un divorce, il aurait dû fermer ce compte. » Maître Laurence a refermé sa serviette. Il ne l'a pas fermé. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Claire a regardé son fils qui dormait dans le berceau. Puis, elle a regardé Maître Laurence. Il a organisé tout ça à l'avance. L'avocat était déjà dans le couloir avant même que le bébé soit né. « Je sais. » Maître Laurence s'est levé, est allé vers la fenêtre et resté de dos une seconde. Quand elle s'est retournée, quelque chose avait changé dans son visage. Et c'est justement parce qu'il a organisé les choses trop vite qu'il a laissé des trous. Claire a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas encore de l'espoir, c'était le début d'un espoir.
Maître Laurence a rouvert sa serviette et a placé le relevé sur les autres feuilles. Première chose que je dois savoir, pendant le mariage, un bien a-t-il été enregistré à votre nom? Appartement, part de société, quoi que ce soit? Claire a réfléchi. Il y a un appartement, petit, dans le 16e arrondissement. Il a dit qu'il allait le mettre à mon nom parce que c'était plus simple pour le financement. J'ai signé des papiers il y a environ 3 ans, mais je n'y suis jamais allé. Je n'ai jamais vu le bien. Maître Laurence a arrêté d'écrire. Elle a levé les yeux. Vous avez un document concernant cet appartement? À la maison, dans un dossier sur l'étagère du bureau. Il faut que quelqu'un aille chercher ça aujourd'hui. Elle a regardé Simone. Simone prenait déjà son téléphone. J'y vais. Maître Laurence s'est tourné vers Claire. Autre chose, votre mari a-t-il un ancien associé? Quelqu'un qui aurait été écarté de l'entreprise? Une mésentente professionnelle? Claire a réfléchi un instant. Il y avait un homme, un certain Marc. Ils ont été associés pendant des années. Il y a 3 ans, il y a eu une grosse dispute et Antoine l'a sorti de l'entreprise. Marc a très mal vécu ça. Ma belle-mère avait même mentionné qu'il avait des preuves d'irrégularité, mais qu'il avait peur d'attaquer. Maître Laurence a noté le nom. Vous avez son contact? Pas directement. Mais Simone doit avoir le numéro de ma belle-mère. Donnez-le-moi plus tard. Maître Laurence a refermé sa serviette une 2e fois, cette fois définitivement. Claire, je ne vous promets rien pour l'instant, mais ce que vous m'avez montré aujourd'hui est suffisant pour au moins équilibrer ce combat. Vous n'êtes plus sans armes. Claire a respiré profondément. C'était la première fois depuis plus de 24 heures qu'elle respirait profondément sans sentir l'air se bloquer en chemin. Maître Laurence a pris contact avec Marc dans l'après-midi même, par téléphone, via le numéro que la belle-mère de Claire avait donné sans poser de questions. D'abord, il a été évasif. Il a dit qu'il avait tourné la page, qu'il ne voulait pas s'impliquer. Maître Laurence a écouté patiemment, puis elle a dit calmement « Monsieur Marc, cette femme était en train d'accoucher quand il s'est pointé avec les papiers du divorce. Son fils a moins d'1 jour. À vous de décider si vous voulez vous impliquer. » Silence de l'autre côté. « De quel type d'aide avez-vous besoin ?» a-t-il demandé. Ce soir-là, Maître Laurence est revenu à l'hôpital avec un carnet de notes rempli et une expression que Claire n'arrivait pas encore à déchiffrer. « Marc va témoigner », a-t-elle dit. Il a des documents qu'il a conservés depuis 3 ans, des contrats avec des dates falsifiées, des transferts entre sociétés écrans. Si ce qu'il dit est vrai, une partie significative du patrimoine de l'entreprise a été détournée avant l'ouverture de la procédure de divorce. Simone, qui était assise dans le coin avec Lucas dans les bras, a levé les yeux. « C'est un délit ? Cela dépend de la façon dont le juge l'interprète, mais au minimum, c'est une dissimulation de biens dans le cadre d'un divorce, ce qui change complètement le partage. » Maître Laurence s'est assise. Nous avons le relevé, l'appartement au nom de Claire, et maintenant un ancien associé prêt à parler. L'audience de divorce qu'il a fixée dans 3 semaines pourrait être le bon endroit pour présenter tout ça. Claire écoutait tout ça debout, appuyée contre la fenêtre. « Il va savoir que je bouge, » a-t-elle dit. « Il le sait déjà, » a répondu Maître Laurence sans détourner le regard. Votre mari a appelé mon cabinet cet après-midi. La pièce est devenue silencieuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Que vous faisiez une erreur, que sa procédure était solide, que je perdais mon temps. Elle a marqué une courte pause. Et que si je continuais, ce serait très mauvais pour moi professionnellement. Simone a fermé son visage. Claire a regardé l'avocate. Et alors? Maître Laurence a mis sa serviette sous son bras et s'est levé. Alors je lui ai dit qu'il aurait dû appeler avant de déposer sa demande. Un petit sourire sec est apparu au coin de sa bouche. Les gens qui menacent un avocat ont généralement peur de quelque chose, et les gens qui ont peur font des erreurs. Claire s'est souvenue de la phrase de sa mère. Les gens qui préparent le mal à l'avance oublient souvent un détail.
Antoine avait oublié un compte ouvert. Il avait oublié un appartement au mauvais nom. Il avait écarté un associé avec une bonne mémoire et du ressentiment. Et il avait sous-estimé la femme qui était en train d'accoucher quand il pensait avoir tout sous contrôle. Maître Laurence s'est arrêté à la porte. L'audience est dans 3 semaines. Commencez à rassembler tous les papiers, photos, messages, tout ce que vous avez. Tout peut servir. Elle a regardé Claire une dernière fois. Reposez-vous tant que vous le pouvez. À partir de maintenant, ça va s'agiter. La porte s'est fermée. Simone a regardé sa sœur. Tu vas bien? Claire a regardé son fils. Puis, elle a regardé la porte. Je vais mieux qu'hier. Les 3 semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de la vie de Claire. De l'extérieur, tout semblait calme. Elle est sortie de l'hôpital 4 jours après l'accouchement, est allée vivre chez Simone avec Lucas, a établi une routine d'allaitement, de sommeil fragmenté, de couches et de silence. Quiconque regardait de l'extérieur voyait une jeune maman en train de se remettre. À l'intérieur, c'était une opération. Maître Laurence appelait tous les matins à 9 heures, parfois 5 minutes, parfois 40. Elle montait le dossier pièce par pièce, comme un puzzle qui n'avait de sens que quand on avait les bonnes pièces en main. L'appartement dans le 16e était bien enregistré au nom de Claire. Simone avait récupéré les documents le 2e jour dans un dossier bleu dans le bureau de la maison qu'Antoine avait visiblement oublié de retirer quand il avait organisé son plan. Le bien avait été mis au nom de Claire 3 ans plus tôt, probablement comme une stratégie d'Antoine pour réduire le patrimoine apparent de l'entreprise lors d'un audit. Il avait utilisé le nom de sa propre femme comme bouclier et avait oublié d'annuler l'opération quand il avait décidé que le mariage était fini. Négligence de quelqu'un qui se croyait intouchable. Marc s'est rendu au cabinet de Maître Laurence un mardi matin avec une grosse chemise qu'il gardait dans un coffre chez lui depuis 3 ans. Des contrats avec des dates falsifiées, des transferts entre sociétés écrans, un système simple mais documenté qui montrait comment une partie des bénéfices de l'entreprise était détournée avant d'entrer dans le bilan officiel. Il avait tout conservé en attendant le bon moment ou peut-être en espérant ne jamais avoir à l'utiliser. Mais quand Maître Laurence avait appelé, il avait dit que dormir avec ça sur la conscience était devenu trop lourd. Claire l'a rencontré en personne un après-midi, au cabinet de Maître Laurence. C'était un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants, grandes mains. Il avait l'air de quelqu'un qui a été important et qui sait qu'il peut le redevenir. « Je suis désolé pour ce qu'il vous a fait », a dit Marc. « À vous, à votre fils. »« Vous allez témoigner ?» a-t-elle demandé directement. « Oui. » Claire a hoché la tête. Elle n'avait plus rien à dire. Maître Laurence a organisé le dossier autour de 3 axes. L'appartement au nom de Claire qui n'avait pas été inclus dans l'inventaire des biens déclarés par Antoine, les mouvements du compte joint qui reliaient l'argent au système de détournement et le témoignage de Marc corroborant le schéma sur plusieurs années. Séparément, chaque pièce pouvait être contestée. Ensemble, elles formaient un mur. L'audience a été fixée pour un jeudi à 10 heures du matin. Mercredi soir, le téléphone de Maître Laurence a sonné à 22 heures. C'était Marc. Il a appelé pour dire qu'il avait reçu une visite en début d'après-midi. 2 hommes qu'il ne connaissait pas s'étaient présentés à la concierge de son immeuble en disant être des représentants légaux d'Antoine et avoir une proposition d'accord à l'amiable. Marc n'était pas descendu, mais il était secoué. Il a appelé Maître Laurence pour dire qu'il envisageait de ne pas venir. Maître Laurence a appelé Claire juste après. Marc hésite. Claire est restée silencieuse une seconde. Simone, qui était à côté, a vu le changement sur le visage de sa sœur. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Maître Laurence a expliqué. Claire a écouté sans interrompre. « Et s'il ne vient pas ?» a demandé Claire. Son témoignage renforçait beaucoup le dossier. Sans lui, nous avons toujours l'appartement et le relevé, mais la défense d'Antoine va beaucoup insister sur l'absence de témoins directs. Claire est restée à regarder son fils, qui dormait dans la poussette à côté. « Donnez-moi le numéro de Marc. » Claire.
Maître Laurence, donnez-moi le numéro. Elle l'a appelé à 22h40. Il a décroché au troisième coup la voix de quelqu'un qui ne dormait pas. « Je sais que vous avez peur », a-t-elle dit. « Moi aussi. Je suis sortie de l'hôpital avec un bébé de 4 jours sans savoir comment j'allais payer les prochaines factures. Mais je vais être présente demain. Et j'ai besoin que vous soyez présent aussi. Pas pour moi, pour ce qui est juste. » Silence. Il a envoyé des gens chez vous, Marc. Ce n'est pas la confiance de quelqu'un qui est tranquille, c'est le désespoir de quelqu'un qui sait qu'il a des choses à cacher. Plus de silence. « Quelle heure est l'audience » a-t-il demandé. 10 heures. J'arrive à 9h30. Claire a raccroché. Elle est restée avec le téléphone à la main un instant. Simone la regardait depuis le seuil de la chambre. « Il vient » a demandé Simone. « Il vient » Simone a soupiré de soulagement. Claire a posé le téléphone sur la table, est allée vers la poussette, a ajusté la couverture de Lucas avec soin. Puis, elle est allée dans la chambre, a choisi les vêtements qu'elle mettrait le lendemain, les a accrochés sur une chaise. Elle n'a pas réussi à dormir avant minuit, mais quand le sommeil est venu, il est venu vraiment. Demain était le jour. Antoine est arrivé à l'audience en costume bleu marine, cravate bordeaux, 2 avocats à ses côtés. Il est entré dans la salle, comme quelqu'un qui entre dans un lieu qu'il connaît, a salué le greffier d'un signe de tête, a choisi sa place à la table, avec la naturelle de quelqu'un qui a déjà été dans des dizaines de salles comme celle-ci. Claire est arrivée 5 minutes plus tard avec Maître Laurence, tenue simple, cheveux attachés, aucun bijou. Marc est entré juste derrière, ponctuel comme promis, sa chemise à la main, l'air fermé. Antoine a regardé son ancien associé une seconde. Quelque chose a traversé son visage, trop vite pour identifier quoi. Puis, il a détourné le regard comme s'il n'avait rien vu d'important. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Monsieur le juge Fabrice avait une 60aine d'années, cheveux blancs, lunettes à monture fine. Il a ouvert son dossier, a lu les données de la procédure à voix haute, a demandé si les parties étaient prêtes. Les avocats d'Antoine ont dit oui avec l'assurance de ceux qui ont trop répété. Maître Laurence a dit oui avec le calme de celle qui n'a pas besoin de répéter. L'avocat principal d'Antoine, un homme d'une 40aine d'années avec une voix de présentateur, a pris la parole en premier. Il a présenté le cas comme s'il décrivait quelque chose d'évident qui n'avait pas besoin de beaucoup d'explications. Mariage terminé pour incompatibilité. Client avec un patrimoine entièrement constitué avant et pendant le mariage, dûment déclaré. Partage proposé juste et conforme à la loi. Pension alimentaire pour l'enfant déjà calculée et versée au tribunal comme geste de bonne foi. Il a utilisé l'expression « bonne foi » 3 fois en 10 minutes. Antoine a écouté, les mains entrelacées sur la table, l'expression sereine. Il a regardé Claire une fois avec ce sourire au coin des lèvres qu'elle connaissait bien. Le sourire de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. La partie adverse n'a pas de représentation expérimentée dans ce domaine, a poursuivi l'avocat, et nous espérons que l'audience d'aujourd'hui suffira à conclure la procédure de manière rapide et amiable pour tous. Amiable. Un autre mot qu'il utilisait comme s'il avait un sens. Le juge a noté quelque chose. Il a regardé Maître Laurence. Maître Laurence, la défense peut se manifester. Maître Laurence a ouvert sa serviette lentement. Elle n'était pas pressée du tout. Monsieur le juge, avant toute manifestation sur le partage proposé, nous souhaitons présenter 3 documents qui ne figurent pas dans l'inventaire des biens déclarés par le requérant. L'avocat d'Antoine s'est agité sur sa chaise. Tout document nouveau aurait dû être déposé à l'avance. Ils ont été déposés, a dit Maître Laurence sans lever les yeux de sa serviette. Vendredi dernier, le dépôt figure en tête du dossier. L'avocat a regardé son assistant. L'assistant a ouvert son ordinateur rapidement. Maître Laurence a posé la première feuille sur la table et a remis une copie au greffier. Acte de propriété. Appartement situé dans le 16e arrondissement de Paris. Valeur marchande estimée à 150 000 €. Enregistré au nom de Claire d'Acosta Mendonça il y a 3 ans.
Elle a marqué une pause. Nom qui n'apparaît sur aucune ligne de l'inventaire des biens présentés par le requérant. Le juge a pris la copie. Il a analysé. Antoine ne bougeait pas, mais sa mâchoire s'est serrée. Ce bien a été enregistré au nom de la défendresse, pour des raisons administratives liées à l'entreprise, a dit rapidement son avocat. Il ne représente pas réellement un patrimoine conjugal. Raisons administratives documentées où? A demandé Maître Laurence. Silence. Parce que ce que nous avons documenté, c'est l'enregistrement auprès du cadastre, avec la signature du requérant lui-même en tant que cédant. S'il y avait eu une intention de reprise, aucun instrument juridique ne la formalise. Maître Laurence a tourné une page. Le bien est à clair. Un des avocats d'Antoine s'est penché et a murmuré quelque chose à l'oreille de son collègue. Maître Laurence a posé le deuxième document sur la table. Relevé du compte joint du couple, couvrant les 4 derniers mois précédant le dépôt de la demande de divorce. Mouvement d'entrée et de sortie de montants significatifs, provenant d'une société de participation dont le SIRET a été enregistré il y a 18 mois. Elle a regardé le juge. Cette même société apparaît dans des documents que la défense présentera ensuite comme faisant partie d'un schéma de détournement de patrimoine antérieur à l'ouverture de la procédure. L'avocat principal d'Antoine s'est levé. « Monsieur le juge, c'est une accusation grave sans fondement. » « Le fondement arrive maintenant, » a dit Maître Laurence, et elle a fait un geste sec en direction de Marc. Marc a ouvert sa chemise. Il a posé les documents sur la table avec la précision de quelqu'un qui a attendu 3 ans pour ce moment. « Monsieur Marc-Aurélien Tavares, ancien associé du requérant pendant 11 ans, qu'avez-vous à présenter ?» a demandé le juge. Marc n'a pas regardé Antoine. Il a regardé le juge. Des contrats avec des dates falsifiées, des transferts entre sociétés écrans créés au cours des 2 dernières années, et un rapport comptable établi par un expert indépendant que j'ai mandaté en 2023, documentant le schéma. Il a poussé la chemise vers le greffier. Tout a été authentifié par un huissier. Le juge a pris les documents. Il a feuilleté lentement. La salle est devenue silencieuse. Antoine a regardé son avocat principal. L'avocat principal a regardé son assistant. L'assistant regardait son ordinateur avec une expression qui n'était pas bonne. « Monsieur le juge », a tenté l'avocat, la voix déjà dépourvue de son ton de présentateur, « nous avons besoin d'un délai pour analyser ces documents avant toute... » « Les documents ont été déposés à l'avance, » a dit le juge sans lever les yeux. La défense y avait accès. Il a tourné une page, puis une autre. Nous continuons. La salle d'audience n'était pas grande. Une longue table, des chaises de chaque côté, le greffier dans un coin, un ventilateur au plafond qui tournait lentement sans vraiment rafraîchir. Mais quand le juge a tourné cette deuxième page et s'est arrêté, l'ambiance entière a changé de température. Le greffier a cessé de taper. L'assistant de l'avocat d'Antoine a refermé lentement son ordinateur, comme si faire du bruit était dangereux. Un des avocats d'Antoine, le plus jeune des deux, s'est renversé sur sa chaise, avec une expression qui disait clairement qu'il aurait préféré être n'importe où ailleurs dans le monde, à ce moment-là. Maître Laurence est restée silencieuse. Elle savait que le silence d'un juge qui analyse un document ne s'interrompt pas. Claire a regardé la table. Elle a respiré par la bouche, lentement. Le juge a enlevé ses lunettes. Il a nettoyé les verres avec un petit chiffon sorti de sa poche. Il les a remises. Il a regardé l'avocat principal d'Antoine. « Maître, l'inventaire des biens déposés par le requérant ne mentionne pas l'appartement du 16e, ne fait pas mention du compte joint avec les mouvements présentés, et ne fait aucune référence aux sociétés citées dans les documents de M. Marc. » Il parlait lentement, chaque mot à sa place. « Avez-vous une explication pour ces omissions ?» L'avocat a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Il l'a rouverte. « Monsieur le juge, certaines de ces informations doivent être vérifiées de manière plus... Elles ont déjà été vérifiées, a dit le juge. Par l'huissier qui a authentifié, par le cadastre.
et par le rapport comptable indépendant. Il a aligné les documents devant lui. Ce qui doit être expliqué, c'est l'omission. L'assistant de l'avocat s'est penché et a murmuré quelque chose d'urgent. L'avocat principal a fait un signe de tête sans répondre. Antoine est resté à regarder la table. C'était la première fois depuis que Claire le connaissait qu'il n'avait aucune expression. Ni le sourire calculé, ni la froideur de l'exécutif, ni l'arrogance de celui qui pense être en train de gagner. C'était un visage vide, le visage de quelqu'un qui est en train de digérer une situation qui n'était pas dans le scénario qu'il avait répété. Marc, de l'autre côté de la table, l'a regardé une fois, juste une fois. Puis il a détourné le regard. Il n'y avait pas de satisfaction sur son visage, juste le soulagement pesant de quelqu'un qui a enfin posé un poids après l'avoir porté pendant des années. L'avocat principal a tenté une dernière manœuvre. « Monsieur le juge, mon client souhaiterait demander une brève suspension pour rejeter. » Le juge écrivait déjà. Nous continuons. Maître Laurence a regardé Claire brièvement. Juste une seconde, Claire n'a pas souri. Elle a hoché la tête, presque imperceptiblement. Dehors, dans le couloir, personne ne savait ce qui se passait dans cette salle. La vie du tribunal continuait normalement. Des pas, des voix lointaines, une porte qui claquait à un étage au-dessus. À l'intérieur, le silence avait un poids spécifique. C'était le silence d'une version de l'histoire qui touchait à sa fin. Antoine a tenté une dernière carte. Il s'est levé de sa chaise. Il n'a pas demandé la permission, n'a pas attendu que le juge lui donne la parole. Il s'est simplement levé et a parlé avec cette voix habituelle, la voix qu'il utilisait dans les réunions quand il voulait clore un sujet. Ces documents de Marc sont faux. Il a un passé de désaccord avec moi qui est public. Tout ce qu'il présente est motivé par une vengeance personnelle. Le juge l'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le juge, avec tout le respect, vous allez vous asseoir. L'avocat principal a posé la main sur le bras d'Antoine. Il s'est assis. Mais son visage était différent maintenant. Rouge d'une façon qui n'était pas seulement la chaleur. Maître Laurence a profité du moment. Monsieur le juge, la défense souhaiterait demander que le rapport comptable soit lu en audience, spécifiquement la page 7 où l'expert décrit le schéma de création des sociétés écrans et les dates de transfert par rapport au calendrier de la procédure de divorce. Le juge a fait signe à Maître Laurence de continuer. Elle a lu, lentement, chaque chiffre, chaque date, chaque nom de société. C'étaient 3 paragraphes qui, à eux seuls, racontaient une histoire claire. Dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande de divorce, une quantité significative de patrimoine avait été déplacée de façon qui n'apparaissait dans aucune déclaration officielle. L'avocat assistant tapait frénétiquement maintenant. L'avocat principal est resté silencieux. Il était arrivé au point où un avocat expérimenté comprend que la bataille de cette audience est déjà perdue et commence à penser aux prochaines. Antoine a regardé Claire. Elle regardait la table, pas lui. « Monsieur Antoine, » a dit le juge, « avez-vous quelque chose à déclarer concernant les mouvements décrits ?» Silence. Le greffier a regardé le juge. Le juge a regardé le prévenu. « Monsieur Antoine, c'était des opérations normales de réorganisation de l'entreprise, » a-t-il dit. Sa voix était différente, plus petite. Une réorganisation qui n'a pas été déclarée dans l'inventaire des biens de la procédure de divorce, a dit le juge. Ce n'était pas une question. Antoine n'a pas répondu. Le juge a enlevé ses lunettes à nouveau. Cette fois, il ne les a pas nettoyées. Il les a posées sur la table et est resté à regarder le dossier ouvert devant lui. Sur la base des documents présentés, je décide la suspension du partage proposé par le requérant jusqu'à l'achèvement d'une expertise comptable complète des biens non déclarés. L'appartement du 16e reste sous la tutelle de la défenderesse. Le compte joint est bloqué pour tout mouvement jusqu'à la fin de l'expertise. Il a pris son stylo.
De plus, les documents présentés par M. Marc seront transmis au parquet pour analyse d'une possible dissimulation de patrimoine dans le cadre d'une procédure judiciaire. L'avocat principal a fermé sa serviette. Antoine est resté à regarder devant lui. Le juge a signé la décision, l'a remise au greffier et s'est levé. Tout le monde s'est levé en même temps. Il est sorti par la porte latérale sans rien ajouter et soudain, la salle se vidait. Les avocats rangeaient leurs papiers, le greffier tapait, les chaises grinçaient. Antoine est resté assis un moment après que tout le monde se soit levé, comme si son corps n'avait pas encore reçu l'information que c'était fini. Quand il s'est levé, il n'a pas regardé Claire. Il a pris sa veste, l'a mise sur son bras et s'est dirigé vers la porte avec ses avocats à côté, parlant à voix basse et rapide. Sur le seuil, il s'est arrêté une seconde. Claire lui tournait le dos, en train de parler avec Maître Laurence et Marc. Il est sorti sans rien dire. La porte s'est fermée. Maître Laurence a posé la main sur l'épaule de Claire. Claire est restée à regarder la table une seconde. Elle a respiré. L'air est sorti entièrement cette fois, sans se bloquer en chemin. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste pris son sac, a remercié Marc d'une poignée de main ferme et s'est dirigée vers la sortie. Dehors, Simone attendait dans le couloir avec Lucas dans les bras. Quand elle a vu l'expression de sa sœur, elle n'a eu besoin d'aucun mot. Le soleil tapait fort sur le trottoir devant le palais de justice. Claire est sortie par la porte tournante et s'est arrêtée une seconde en haut des marches. Le mouvement de la rue continuait normalement, comme toujours. Des voitures, des piétons, un vendeur d'eau fraîche au coin. La ville ne savait pas ce qui venait de se passer à l'intérieur. Simone est arrivée à côté d'elle avec Lucas dans les bras. « C'est fini ?» a demandé Simone à voix basse. « Cette partie est finie. » Simone lui a passé le bébé sans poser plus de questions. Claire a pris son fils, l'a ajusté contre sa poitrine et a descendu les marches lentement. Maître Laurence les a rattrapés sur le trottoir, déjà son téléphone à la main. L'expertise prendra quelques mois, mais la décision d'aujourd'hui bloque tout ce qu'il a essayé de faire bouger. Vous n'allez pas vous retrouver sans rien, Claire. Merci, a dit Claire, et elle l'a dit d'une façon qui n'était pas protocolaire, c'était sincère. Maître Laurence a hoché la tête, elle a serré son bras une fois, puis elle est partie vers le parking, tapant déjà sur son téléphone. Marc est passé devant elle à la sortie, a fait un signe de tête. Claire lui a rendu son signe. Elles sont restées un moment sur le trottoir sans rien dire. Simone a passé son bras autour de sa sœur. Lucas dormait dans les bras de Claire sans rien savoir du tout. « On y va », a dit Claire, et elles sont parties. 3 semaines plus tard, la nouvelle est arrivée par un message de Maître Laurence, un mardi après-midi. Antoine avait tenté de liquider les parts d'une des sociétés alors que l'expertise était encore en cours. Le mouvement avait été identifié, bloqué et ajouté au dossier. Sa situation s'était considérablement aggravée. Ses avocats avaient demandé un délai. Le parquet avait ouvert une consultation. Valérie avait disparu. Claire l'a su par une belle-sœur. Elle avait mis fin à la relation quelques semaines après l'audience, peu de temps après que l'ampleur des problèmes financiers d'Antoine soit devenue claire. Claire est restée à regarder le message de Maître Laurence un moment. Elle n'a pas ressenti de joie. Elle a ressenti juste cette sorte de vide tranquille qui vient quand quelque chose qui prenait de la place à l'intérieur de vous cesse enfin de peser. Elle a rangé son téléphone et est revenue à ce qu'elle faisait, donner le bain à Lucas dans l'évier de la salle de bain de Simone avec une musique douce qui sortait du téléphone posé sur l'étagère. C'était ça. La nouvelle vie n'avait pas de fanfare. Elle sentait le shampoing pour bébé et la musique en fond. L'appartement du 16e lui a été libéré 2 mois plus tard, pendant que l'expertise suivait son cours. Elle est entrée pour la première fois de sa vie dans un bien qui était formellement le sien depuis 3 ans. C'était petit, 2 chambres, un salon, une grande fenêtre dans le salon qui prenait le soleil de l'après-midi. C'était vide, avec cette odeur de lieu fermé. Claire est restée immobile sur le pas de la porte un moment.
Simone était derrière avec Lucas dans la poussette. « Tu en penses quoi ?» a demandé Simone. Claire a regardé la fenêtre, le soleil qui entrait par le volet. « Je pense qu'il faut une plante dans ce coin. » Simone a ri, le premier vrai rire que Claire entendait de sa sœur depuis des semaines. Elles sont entrées. Un samedi matin, presque 2 mois après l'audience, Claire était au supermarché près de l'appartement avec Lucas dans la poussette quand un homme s'est approché de la file d'attente et est passé devant elle sans demander pardon. Il n'a même pas regardé. Il a posé ses courses sur le tapis comme s'il n'y avait personne d'autre au monde. La caissière est restée sans réaction. 2 mois plus tôt, Claire serait restée silencieuse. Elle aurait regardé ailleurs, attendu, avalé. Elle a posé la main sur le bord du tapis. « Excusez-moi », a-t-elle dit clairement. « J'étais devant. » L'homme a tourné la tête avec cette expression de quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. « Je n'ai que 2 articles. Moi aussi. Et j'étais avant. » Il l'a regardée. Elle n'a pas détourné le regard. Il a soufflé, a pris ses 2 articles et est allé dans la file derrière sans ajouter un mot. La caissière a regardé Claire avec un petit sourire rapide. Claire a posé ses courses sur le tapis. Lucas a fait une bulle dans la poussette à côté. Elle s'est baissée et lui a fait une grimace. Il a ouvert un sourire édenté qui n'avait encore aucune dent mais qui était le plus beau qu'elle ait jamais vu. Elle a payé ses courses, a pris les sacs et est sortie. Cette histoire m'a touché d'une façon que je n'aurais pas imaginée. J'ai vu une femme être humiliée au moment le plus vulnérable de sa vie. Entre 2 contractions, son fils sur le point de naître, quelqu'un qu'elle avait choisi et en qui elle avait confiance, est arrivé avec des papiers de divorce et une autre personne au bras. Je n'ai pas de meilleur mot pour ça que cruauté, calculée, froide, cruauté. Mais ce qui me donne des frissons, ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est ce qu'elle a fait après. Elle n'a pas crié, elle ne s'est pas effondrée. Elle est restée silencieuse dans un lit d'hôpital au milieu de la nuit, un bébé dans les bras et un relevé au fond de son sac, et elle a décidé que ce ne serait pas comme ça que son histoire se terminerait. Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo ont eu un moment comme ça, pas forcément identique. Mais ce moment où quelqu'un te traite comme si tu ne valais rien, et la voix à l'intérieur demande « Et s'ils avaient raison ?» Claire a répondu à cette voix de la seule façon qui compte. Elle s'est relevée. Ça me fait croire que le tournant ne vient pas des circonstances. Il vient d'une décision, et que parfois, l'acte le plus courageux de la vie de quelqu'un n'a pas de public. C'est un message envoyé au milieu de la nuit. Un relevé plié dans une poche, un bébé dans les bras et la certitude que vous ne signerez rien ce jour-là. Elle n'a pas signé. Et ça a tout changé. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, si vous avez ressenti de la colère, si vous avez espéré pour elle, si vous avez été de tout cœur avec elle jusqu'à la fin, laissez un like maintenant. C'est la façon la plus simple de me dire que ce genre d'histoire vaut la peine d'être continuée. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je lis tous les commentaires et je prends le temps de répondre avec attention à ceux qui prennent un moment pour commenter. Je veux savoir d'où vous venez. Et si vous croyez au pouvoir des histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On n'en est qu'au début et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude pour continuer cette aventure. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas encore. Choisissez une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.